Bon, nous allons commencer et je vous souhaite la bienvenue au Forum des idées en vous remerciant tous d'être présents, d'autant plus que nous avons, voilà, vous avez été prévenus assez récemment, donc c'est une très très belle mobilisation, mais évidemment cela en vaut la peine puisque c'est autour de la visite de notre collègue éminent James Galbraith qui vient en France, qui est venu discuter avec Benoît Hamon puisqu'il est parrain d'une partie de son programme, des 100 jours, donc d'après la présidentielle. Et surtout, il est avec nous pour partager une expérience qui a été la sienne donc, dans la campagne électorale de Bernie Sanders. Alors on a souvent insisté ici sur des éléments communs de programme, bien sûr, mais aussi d'idéaux, de méthodes entre la campagne de Bernie Sanders et ce qu'on essaye de faire ici avec la campagne de Benoît Hamon. Simplement, Benoît Hamon a gagné la primaire, à la différence de Sanders, mais il y a évidemment à apprendre de cet itinéraire et c'est aussi une façon d'utiliser, alors je ne dis pas l'expertise, puisqu'on est tous un peu ce modèle de l'expert à l'ancienne, et du conseiller, que ce soit le conseiller du prince, le think tank, donc, et toutes ces figures assez conformistes du rôle de l'intellectuel, du scientifique, de l'académique. On est plutôt dans un autre rôle. On a un autre rôle. Alors, je ne sais pas si c'est conseiller, animateur. En tout cas, c'est un rôle auquel je crois qu'on est plusieurs à tenir beaucoup, qui est le rôle donc, de l'intellectuel qui veut vraiment être aussi dans l'action, qui veut réaliser des idées et pas seulement les soulever. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'abord d'écouter James sur cette question, sur son itinéraire, et puis aussi Dominique Méda, donc, qui est également une intellectuelle finalement très engagée, bien qu'elle s'en défende, et qui donc a participé aussi à un certain nombre de campagnes électorales et qui là travaille vraiment comme conseillère de Benoît Hamon et sur des questions extrêmement cruciales aujourd'hui, comme celle du travail, mais aussi d'autres questions économiques, la question aussi du revenu universel, la question de la croissance, bien sûr. Et je crois que ce que vous avez en commun et qu'on va discuter ensuite, une fois qu'on aura parlé de vos itinéraires, évidemment, il y a toutes sortes de questions de fond qu'il faut aborder, et notamment comment on fait une vraie politique de gauche en associant une préoccupation sociale et une préoccupation environnementale. Et je crois que c'est cela donc, qui caractérise donc notre démarche ici, qui caractérise des espoirs communs des deux côtés de l'Atlantique, comment on peut avoir une nouvelle pensée politique qui peut peut-être nous aider à briser quelque chose comme un plafond de verre de la gauche, en fait des idées de gauche qui peuvent être effectivement mises en société, mises en œuvre donc dans le monde politique aujourd'hui. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter donc James Galbraith et Dominique Méda et un certain nombre d'interlocuteurs ici. Donc je vais d'abord donner la parole à James Galbraith et ensuite à Dominique. Merci beaucoup et je dois dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Si vous permettez, je vais commencer en invoquant une époque de notre histoire commune pas tellement récente, c'est-à-dire l'année 1968, qui était pour moi un moment très important pour deux raisons. D'abord, c'était mon premier engagement sérieux dans une campagne présidentielle aux États-Unis, c'est-à-dire celui du sénateur McCarthy en essayant de mettre fin à la guerre au Vietnam. C'était la croisade des enfants. Et la deuxième raison, c'est qu'en septembre de cette année, c'était le moment de mon arrivée en France pour faire une année d'études, et non seulement en France, mais dans une province un peu spéciale pour ce moment ici, c'est-à-dire la Bretagne.
Depuis ces deux engagements dans la politique progressiste et une certaine liaison avec les affaires françaises, m'ont engagé depuis toute ma vie. Le plus récemment, dans la politique américaine, j'ai été une sorte de conseiller envers la campagne de Bernie Sanders. Et je vais vous dire quelques mots sur cet effort-là. C'était très intéressant parce que c'était une campagne électorale qui est arrivée de nulle part, qui est arrivée un peu spontanément. Moi, personnellement, j'ai connu M. Sanders depuis 30 ans. C'était le représentant et le sénateur du Vermont, où j'habite les étés. Mais personne ne pensait qu'il deviendrait un candidat sérieux à la présidence. Mais cela est arrivé. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait dans la population américaine une demande pour le changement. Et c'était une portion de la population, surtout parmi les jeunes. C'était les jeunes qui ont fait cet effort, qui ont répondu à l'appel de Sanders. C'était un appel assez simple, très direct, sur des thèmes, un petit nombre de grands thèmes, mais qui répondait à des besoins qui se sentaient dans la société américaine. Et je sens qu'en effet, c'est un peu la même chose ici. Il y a 2 ans, j'étais engagé d'une façon assez directe et assez proche dans la crise européenne telle qu'elle se développait en Grèce. Aux côtés du ministre des Finances, mon ami Yanis Varoufakis. Et on a vu de très proche les conséquences d'une décennie d'austérité de la politique des huissiers en Europe. Et c'était un moment là, où le peuple grec s'est mis en opposition à cette politique d'une façon très courageuse. Mais sans chance de réussite, vous en savez les conséquences. Ici en France, les conditions sont différentes. C'est un pays qui a toutes les possibilités de changer soi-même et de changer l'Europe. C'est un pays qui se trouve au centre de l'Europe et qui a toutes les possibilités de se mettre en position de leader, de position en avance de la pensée européenne et des actions européennes sur le plan économique. Et c'est ça qui, je crois, qui est en jeu en ce moment. C'est ça qui est la possibilité qui est devant vous. Je crois que je ne peux que faire que ce que je fais, c'est-à-dire de me présenter ici, vous dire que je suis tout à fait en solidarité avec vos efforts et je vous aiderai dans quelques mesures que je peux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est une aide, en effet, qui est extrêmement bienvenue. Et puis, en effet, la situation particulière de la France, d'une part, qui rend possible, en fait, ce changement. D'autre part, cette spécificité du programme qui est commun à Bernie Sanders et à Benoît Hamon, qui est quand même
cette pensée de l'Europe. Hein. Je crois que là, c'est des éléments très importants. En effet, quand l'un des frondeurs a dit qu'il allait se présenter, j'ai tout de suite eu envie de le soutenir. Aussi parce qu'il a repris à son compte des thématiques qu'il est quand même très difficile dans le débat de reprendre à son compte. La réduction du temps de travail. Plus personne à gauche, à part Alternative économique, n'ose relancer le sujet de la réduction du temps de travail, qui est très important. La critique de la croissance et la manière dont on pourrait inventer de nouveaux indicateurs de richesse, s'appuyer dessus, progresser autrement, ça, il a repris cette thématique-là aussi. Il a osé remettre au cœur du débat la question de la perte d'emploi et des différents scénarios sur le futur et l'avenir du travail. Donc voilà, je crois qu'il a remis les questions essentielles au cœur du débat, et surtout il a réussi à tenir ensemble la question sociale et la question écologique, et pour moi c'est vraiment essentiel. Je trouve qu'il a fait faire un bond au Parti socialiste dans cette mesure, avec l'accord avec les Verts, et voilà, savoir tenir ensemble et presque d'une certaine manière mettre la résolution de la question écologique au service de la question sociale. Et quand je dis question sociale, je dis à la fois crise de l'emploi, crise du travail, inégalité. Je trouve ça extrêmement important et courageux. Il est certain que les questions changent, les conditions évoluent. Et il faut se mettre en face des plus grands problèmes. Et le plus grand problème est certainement le problème écologique. Et puisqu'on est obligé d'avoir aussi une approche économique, il faut mettre la politique économique au service du progrès écologique, du progrès sur cette question. Et pour ça, il faut avoir une stratégie, il faut avoir la possibilité de penser à long terme sur quel genre des investissements et quel genre de société est-ce qu'on veut construire. Je crois que dans le XXe siècle, ça a été beaucoup plus facile parce qu'il y avait cet objectif de croissance qui a été effectivement créé pendant les années 30 et 40 et qui a été poursuivi par tous les gouvernements dans le monde capitaliste jusqu'au fin du siècle. Mais maintenant, il faut vraiment changer la manière de penser. Je suis tout à fait d'accord avec Dominique qu'une partie de cet effort consiste en construisant de nouvelles mesures sur les conditions sociales et le progrès contre le changement climatique et les autres indicateurs de l'écologie. Mais c'est seulement une partie de ce qu'il faut faire. Il faut effectivement trouver les moyens de réconcilier les objectifs économiques et les autres objectifs pour satisfaire aux besoins des ménages et des travailleurs pour un niveau de vie décent, pour le travail, pour les emplois, pour mettre fin au chômage, pour engager toute la société à faire ce qu'il faut faire pour les besoins de tout le monde. Et ça nous engage à changer le moyen de penser sur toutes ces questions. Je crois que c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet essentiel. Tout d'abord, c'est un honneur d'être ici. Je pense que la question fondamentale est celle de penser d'une nouvelle catégorie pour représenter la réalité. Et ces nouvelles catégories doivent aussi être accompagnées par de nouvelles mesures, de nouveaux indicateurs. Je pense qu'un des points clés du débat qui a été développé aux années 80-90 est celui de l'arbitrage entre inégalité et croissance. Il y a eu un article aujourd'hui qui a été écrit dans Le Monde par Sandra Leger et Nicolas Matuzazic qui est dans la salle sur le débat des idées. Et c'est toujours une question de comment on fait passer des idées qui sont issues de la recherche ou de la propre pratique de citoyennes et de citoyens dans ce débat politique. Et une des vertus, me semble-t-il, de nos approches d'universitaires, si on descend un petit peu notre piédestal, ça va, je suis assise au bord, donc c'est bien,
c'est de montrer que la manière de discuter des catégories dans lesquelles on pense la politique doit être questionnée, critiquée et controversée. Là, on a un débat sur les indicateurs. Donc moi, je ne suis pas spécialiste d'économie, mais je sais qu'à plusieurs moments de l'histoire, c'est en renvoyant des questions d'indicateurs sur le logement qui était malsain à la fin du 19e, qu'on a pu créer en politique, l'habitat social. On voit la petite ceinture de Paris, qui a eu les statistiques sur les risques au travail, où tout d'un coup, on a fait des assurances pour prévenir des accidents au travail, alors qu'avant, on pensait que c'était la faute des ouvriers, par exemple. Ben, il me semble que là, c'est pareil. Il faut penser autrement, par exemple, l'écologie, la question du travail, la répartition, la question des femmes, des inégalités, et que la recherche peut contribuer aussi à cette nouvelle vision du monde. Alors, est-ce que c'est possible? Moi, c'est la question que je pose à vous tous aussi, peut-être aussi à Marie-Cécile. Donc, est-ce qu'on peut maintenant vraiment changer la politique avec les idées? On sait qu'elles sont fortes, on sait qu'elles sont nouvelles. Comment est-ce qu'on peut maintenant les mettre en action, les mettre en société, en politique? Il y a un vrai défi, effectivement, de traduire à la fois la pensée, mais aussi l'expertise. Ce n'est pas forcément toujours la même chose. En action publique, en politique publique, en politique publique et en action publique et en décision publique, ce qui sont peut-être trois niveaux différents. Et moi, ce qui me frappe, alors je parle de manière un peu à bâton rompu parce que j'arrive très en retard, je m'en excuse. Ce qui me frappe dans cette campagne, c'est que pour la plupart des candidats, on a une nostalgie des années 50. À part Benoît Hamon, qui vraiment, à mon sens, le seul. Vous avez posé la question, est-ce qu'on peut changer? Je réponds avec une question, est-ce qu'on peut continuer? Et je dis non, c'est absolument impossible. Si on continue sur cette voie, vous allez perdre la France avec toutes les valeurs qui ont été établies tout au début de la République. Vous allez perdre l'Europe et ensuite, à la long terme, on va perdre la planète. Donc, il faut changer. Et il faut commencer ces changements assez rapidement. Alors, la seule question... Et c'est clair. C'est clair, je crois, à une grande majorité des électeurs français. Vous allez changer. La seule question, c'est dans quelle direction? Et si vous avez la volonté d'avoir votre propre Donald Trump, je vous en prie, mais ce n'est pas nécessaire d'élire le vôtre. Je vous prête le nôtre, volontiers. Vous pouvez l'avoir. Oui, vous en avez plusieurs, mais on a déjà l'expérience. Je vous assure, c'est très intéressant, mais je vous le conseille pas. Donc, je crois que ça doit être toujours possible de formuler une direction de changement qui s'adresse d'une façon efficace à nos problèmes. Et comme on a dit, il y a les problèmes sociaux, les problèmes économiques et les problèmes écologiques. Il faut intégrer cette solution et il faut le faire dans les conditions françaises. Il faut le faire dans l'Europe. On parle de la sortie de l'Europe, mais comment faire ça? En France, vous êtes dans l'Europe. Les Britanniques, c'est autre chose. Ils peuvent choisir un peu. Ils croient qu'ils peuvent choisir entre l'Europe et la haute mer. Mais vous êtes ici. Vous ne pouvez pas fermer vos frontières. Ça n'arrivera jamais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de vous mettre dans la position de changer la politique intérieure et aussi de changer la direction de la politique européenne. Et ça doit se faire. Si ça doit se faire, en principe, ça peut se faire. La situation, il y a 2 ans en Grèce, elle était différente. Mais on peut avoir maintenant un changement en Allemagne. On peut espérer que la situation a détérioré jusqu'au point où même les Allemands, même les pays qui n'ont
qui n'ont pas été en crise se sentent la nécessité de préserver les accomplissements de l'Europe et de changer leur politique pour accommoder leurs voisins qui n'ont pas été aussi heureux. C'est le développement de ces idées dont parlait Marie-Cécile, qui nous viennent de toutes les luttes américaines qui ont été représentées chez Sanders pour les droits civiques, les luttes féministes, les luttes raciales, intersectionnelles, etc. C'est-à-dire tout un ensemble de combats qui, dans la campagne actuelle, ne sont repris en fait que chez Benoît Hamon, en réalité. On ne va jamais trouver ça chez d'autres candidats, pas sous cette forme-là. Hein. Et je crois que ça, c'est vraiment intéressant de voir quand même qu'il y a un certain type de combat, de réflexion ancrée justement dans des recherches, dans des nouvelles idées, qui ne sont pas forcément encore entrées suffisamment dans la réflexion collective. Hein. Pas assez pour vraiment être portées par beaucoup de discours politiques. J'aimerais d'abord juste dire un mot pourquoi je suis là ce soir. C'est vrai que mes sympathies politiques n'ont pas toujours été pour la gauche du Parti socialiste. Et ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que je pense qu'avec Benoît Hamon, elle a rompu avec trois choses qui faisaient que j'avais du mal à la suivre. La première chose, c'est une vision de la macroéconomique qui était un peu un keynésianisme de comptoir. J'ai énormément d'admiration pour les travaux de Keynes, mais la façon dont il est interprété parfois, c'est qu'il suffit de remettre du charbon dans la machine et tout va aller très bien sans aucun problème. Bon. Je crois qu'on a rompu avec ça, donc avec l'idéologie du retour au tout-croissance, qui d'ailleurs avait déjà porté la gauche en 1981. La seconde chose auquel il a rompu, c'est effectivement une certaine indifférence aux enjeux écologiques. Et là, on voit bien qu'ils sont au cœur du logiciel. Et la troisième question, c'est effectivement l'arrêt de l'illusion qu'on pourrait bâtir le socialisme dans un seul pays, dont je ne suis pas sûr que tous les candidats de gauche l'ont totalement abandonné. Et le fait que Benoît Hamon, qui fait partie des gens qui ont, il me semble, voté non peut-être au TCE, je ne sais pas, mais Valls aussi. Mais enfin, moi, pour ma part, j'avais voté oui. Le fait qu'il ait reformulé des propositions fortes émanant de la France pour démocratiser la gouvernance de l'Union européenne et de l'eurozone en particulier. Je pense que c'est des sujets auxquels James est particulièrement sensible. Mais la façon dont tu en as parlé tout à l'heure me semble extrêmement important. Parce que la France s'est caractérisée au cours de ces dernières décennies par une attitude qui était de demander plus de solidarité, par exemple, à l'Allemagne, mais en même temps d'être incapable d'avancer sur les thématiques, effectivement, de mise en commun du pouvoir en Europe, et notamment le fait que Benoît Hamon, parce que ce n'est pas un thème très populaire à gauche, mais le fait que Benoît Hamon ait mis sur la table les questions de défense est une question qui me paraît absolument essentielle et qui offre aussi une base de discussion avec l'Allemagne. Parce que ça veut dire qu'on est capable de faire des pas en avant sur ce qui nous coûte le plus pour obtenir d'eux qu'ils fassent aussi des pas en avant sur ce qui leur coûte, eux, de leur côté. Bon, ça, c'est les raisons qui font que je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors, ensuite, je ne résiste pas à quand même revenir un peu sur la question des indicateurs. C'est très beau de discuter sur la post-croissance, mais le vrai enjeu, dans le discours politique qui est tenu aujourd'hui, c'est d'articuler la lutte contre l'austérité, parce que l'austérité n'est pas bonne pour la transition écologique, elle bloque les initiatives, les gens vivent dans la peur, les gens vivent effectivement dans le refus des transformations structurelles qui sont nécessaires, alors que ces transformations ne sont pas des transformations pour demain. C'est des transformations qu'il faut faire tout de suite si on veut répondre aux défis écologiques qui sont devant nous. C'est-à-dire le changement, de ce point de vue-là, il doit être maintenant, hein, si je peux me permettre. Et donc, dans ces conditions, ce qui est extrêmement important, et de ce point de vue-là, on a sans doute tous des progrès à faire, c'est de bien articuler un discours de lutte contre l'austérité, un discours de la gouvernance macroéconomique du système qui permet de renouer avec un niveau d'activité qui, articulé de fait avec des politiques de partage du travail, des nouvelles politiques sociales ambitieuses, notamment avec le revenu de base, permettent de mettre en œuvre parallèlement les mesures structurelles qui permettent de réorienter le contenu de l'activité économique pour la rendre enfin soutenable et productrice de bien-être pour tous.
Moi, ma question, c'est est-ce que j'avais lu il y a longtemps que quelques entreprises américaines commençaient à relocaliser leur production parce que finalement, c'était plus avantageux. Est-ce que c'est une solution d'avenir pour la France? Est-ce que ça paraît plausible? Est-ce que ça rapporterait plus d'emplois, plus de revenus, bon, etc., etc., moins de désordre de toutes sortes? Est-ce qu'au sein de l'Europe, ça ne créerait pas des désordres et des incompatibilités d'intérêts entre les uns et les autres? Enfin voilà, qu'est-ce qui est possible là-dessus? Oui, bonsoir. En fait, je voulais poser une question assez directe, Monsieur Galbraith, sur les comparaisons avec Bernie Sanders, parce que là, le forum, le titre, c'est Nouvelle Voix, voilà, Bernie Sanders, Benoît Hamon. Donc, Bernie Sanders, c'est sûr que pour la plupart d'entre nous, c'était une nouvelle voix, un nouveau visage, même s'il est à la politique depuis très longtemps. Mais au final, il n'a pas gagné. Donc, quel parallèle voyez-vous entre la campagne de Bernie Sanders pour Benoît Hamon et voilà, quels sont les défis et comment est-ce que Benoît Hamon peut voilà, avoir du succès là où Bernie Sanders n'en a pas eu? Espère-t-on une conclusion différente cette fois. Mais il faut dire déjà que Benoît Hamon, il a gagné la nomination de son parti. Oui. Et Bernie, qui a commencé à base zéro, il s'est approché, mais il n'est pas arrivé. Il y avait des raisons très particulières sur la structure de cette processus politique aux États-Unis. Mais en fait, c'était quand même extraordinaire que pour la première fois, depuis longtemps, depuis peut-être 40 ans, il y avait dans le Parti démocrate un candidat sérieux qui proposait des changements fondamentaux et qui a réussi à mobiliser une grande partie de l'électorat et surtout les jeunes. Ça, c'était comme ça me faisait penser à ma jeunesse. Comme les dirigeants soviétiques au moment de la révolution au Cuba. Mais quand même, et le jeu n'est pas fini aux États-Unis. Hein. Nous avons pour le moment une administration réactionnaire, mais il faut dire aussi complètement incompétente. Donc c'est peut-être la salvation des États-Unis qu'on puisse avoir pendant un certain moment un gouvernement qui n'achève rien. Je ne pense pas que les Européens aient cette luxe-là. Donc c'est pour vous une situation assez urgente. Et vous avez 3 semaines, il faut redoubler les efforts et après on verra. Oui, tout ce qui vient d'être dit, ça m'amène 2 réflexions. La première réflexion, c'est que j'ai encore du mal à comprendre comment on peut opposer, comme vous l'avez dit, les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Pour moi, c'est effectivement l'écologie est tellement potentiellement pourvoyeuse d'emplois, mais j'allais dire aussi, c'est aussi un modèle de société plus global, avec toute la problématique aujourd'hui de territoires qui sont abandonnés, où beaucoup de gens disent, bah voilà, il y a des centres-villes qui sont abandonnés, les commerces, les entreprises fuient, la population fuit. Et pourquoi en France on ne développe pas plus le télétravail? C'est un truc qui selon des modalités qu'il faut penser de manière intelligente, parce qu'on sait que parfois le télétravail peut amener les gens à travailler plus que quand ils sont en entreprise, donc il faut être très prudent et seul. Mais c'est une réflexion qu'on n'a pas en France. On a une réflexion très très old school et pour le coup encore très masculiniste, j'ai envie de dire viriliste, de la présence au travail, qu'il faut travailler, faire beaucoup d'heures. Non mais c'est vrai, il faut faire beaucoup d'heures pour être bien vu par sa hiérarchie, et c'est valable aussi pour une partie de l'administration. Alors que les problématiques de conciliation vie personnelle, vie professionnelle, dans lesquelles on est entré par la question des femmes
Donc, mais qui concerne tout le monde en fait. Tout le monde, il y a plein de gens, quel que soit leur sexe, qui ont envie d'avoir une vie personnelle et pas qu'une vie au travail. Et tout ça, c'est des réflexions qu'on mène pas assez dans le domaine de l'entreprise privée, qu'on mène absolument encore moins dans les politiques publiques sur l'attractivité d'un territoire, sur des gens qui pourraient vivre dans certains territoires une partie de la semaine et le reste du temps en métropole, qui pourraient, ça pourrait attirer aussi des entreprises dans certains lieux du territoire. Ça permettrait de lutter contre l'empreinte écologique. Il y a des réflexions qui sont toutes bêtes. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais ça me paraît des choses sur lesquelles on ne réfléchit pas, parce qu'on a des vieux modèles de pensée qui ne sont plus du tout adaptés ni aux désirs des gens, ni à la réalité économique, ni à la réalité écologique, ni aux réalités d'inégalité de territoire. La deuxième réflexion, c'était par rapport à mais je vais très vite, par rapport à la participation citoyenne. Je crois que c'est absolument indispensable maintenant d'ouvrir le personnel politique. Le personnel politique est plus que jamais résiste par rapport à un entre-soi. Et quand j'entendais d'une oreille ce matin Fillon dire chez Bourdin qu'il était contre la limitation du cumul des mandats dans le temps, moi, je sais pas quoi dire par rapport à ça, quoi. Enfin, je veux dire, mais qu'il a rien compris. Il comprend pas que les gens, mais même dans son électorat à lui, les gens en ont assez. Ils veulent un renouvellement du personnel politique, ils veulent plus de femmes, ils veulent plus de gens issus des minorités, ils veulent plus d'ouvriers dans la classe politique, ils veulent plus de personnes qui travaillent dans le secteur privé. Enfin, il y a un problème de représentativité et de renouvellement c'est extrêmement trivial de dire ça, j'en ai bien conscience, mais tout le monde n'en a pas conscience. Les gens qui prétendent aux plus hautes responsabilités n'en ont absolument pas conscience. Et donc la participation citoyenne, la participation des experts, des chercheurs, du monde associatif qui a une expertise absolument incroyable, des bénévoles qui ont des savoir-faire, des compétences transférables, informelles, qui sont absolument pas reconnues en France, dans le sport, dans la culture, dans le caritatif. Tout ça, ça doit trouver sa place dans les processus de décision, mais il faut que ces processus de décision soient clairs. C'est-à-dire que si on fait appel à des citoyens, comme on le fait de manière locale très souvent en matière d'urbanisme ou d'environnement, il faut que cette expertise, ça soit clair dans la manière dont on l'utilise. Et on dit, voilà, vous donnez votre avis, votre opinion, votre savoir, comment on va l'utiliser dans les processus de délibération, et et si oui, comment ça va être pris en compte dans les processus de décision. Sinon, les gens se sentent bernés, et c'est contre-productif, mais il y a des choses qui marchent en termes de participation électronique au niveau européen, par exemple. Il y a des choses qui marchent bien dans certains territoires locaux, mais il faut des procédures claires et pas juste du gadget comme on l'entend parfois. Oui, bonsoir. Je voulais profiter de la présence de James Galbraith pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur l'après, c'est-à-dire l'après des fêtes de Sanders et de Hillary Clinton, et comment aujourd'hui, où en est aujourd'hui la réflexion dans la gauche américaine. Vous m'entendez ? Oui. Où en est la réflexion dans la gauche américaine et quel est le parcours que cette gauche essaye de développer pour reprendre de l'influence dans la société américaine. En première place, je crois que l'essentiel, c'est de réformer, de ouvrir l'accès au scrutin aux États-Unis. Ça, c'est un problème fondamental chez nous. La manipulation par des moyens légaux des élections. Et maintenant, c'est une question qui pénètre tous les aspects de la démocratie américaine, c'est-à-dire d'abord la composition de la Chambre des représentants, deuxièmement les élections au Sénat et le déséquilibre profond entre les grands États et les petits États, l'accès au Sénat qui est
qui est contrôlé par accès à l'argent. Ensuite, la suppression des voix des communautés minoritaires, qui a été peut-être décisive dans les États de Wisconsin, Michigan et autres, North Carolina, dans cette dernière élection. Et on peut continuer aussi, certainement, l'influence de l'argent. Donc, problème très difficile. Un problème soit administratif, soit constitutionnel, mais je crois qu'il faut s'adresser à ça. Deuxièmement, il est certainement question d'avoir un programme pour le Parti démocrate qui répond aux problèmes de la classe ouvrière. Ça, il y avait le Parti démocrate est devenu effectivement un parti des professionnels, et un parti d'un cadre de gens qui voulaient gouverner, mais qui ne faisaient pas de la politique. Ça c'est un problème depuis 25 ans, mais en particulier sous l'administration de Barack Obama. Il n'y avait pas de développement politique de la base du Parti démocrate. Donc, il faut recommencer, je crois que c'est ça, surtout l'idée de la continuation de la campagne de Bernie Sanders. Je vais ajouter quelques mots sur cette question démographique, parce que je crois qu'il faut dire que le problème écologique, c'est un problème des pays riches. Ce n'est pas un problème des pauvres. C'est un problème, on peut dire un problème de la consommation, mais c'est surtout, même pas ça, c'est un problème de la structure de la consommation. C'est-à-dire, aux États-Unis, c'est la manière de vivre. Et pour corriger ça, pour effectuer une politique soutenable, il faut commencer d'abord avec des investissements. Et si on fait ça, on crée du travail. Alors, je crois que le problème, la solution se sont entremêlés, mais ce n'est pas en premier plan, c'est un problème de la démographie. On peut dire, bien sûr, que le premier émetteur des dioxydes de charbon dans le monde, c'est la Chine. Mais les produits qu'on produit en Chine, ils sont consommés partout dans le monde. Ce n'est pas seulement un problème pour les Chinois. Et il y a 4 fois la population en Chine qui existe aux États-Unis, qui est le deuxième pays. Donc, pour les Chinois, ils habitent d'une façon assez économique du point de vue écologie, en comparaison avec nous autres. Puisque j'ai toute une famille chinoise, je connais les conditions. Donc, une petite question rapide sur la comparaison États-Unis-France politique. Imaginons le scénario catastrophe en France. Est-ce que la France se retrouve dans une situation similaire aux États-Unis? J'ai l'impression qu'aux États-Unis, les contre-pouvoirs peuvent réduire le pouvoir de nuisance de Trump. En France, je ne suis pas sûr que les mécanismes institutionnels puissent nous protéger comme aux États-Unis. Peut-être, James. Je crois qu'en effet, on a en France un régime très, très présidentialiste. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs candidats, pas seulement un autre, qui réfléchissent à une sixième république. C'est parce qu'on voit qu'aux États-Unis, même si Trump, comme vous l'avez dit, est incompétent et répressif, c'est vrai qu'on voit énormément de contre-pouvoirs se mettre en marche, que ce soit dans la société civile puis dans les institutions politiques. Et en France, il n'y a aucun moyen, en effet, de mettre en branle autant de contre-pouvoirs. Oui, il y a des contre-pouvoirs importants aux États-Unis, mais il y a aussi des contre-pouvoirs qui vont être pris d'assaut par les républicains, puisqu'il y a beaucoup de juges, il y a un renouvellement des juges dans les fédéraux qui va s'opérer et qui sont nommés par l'administration en place. Donc il faut faire attention à ça. Ceci dit, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, qui se sont passées pendant les dernières années Obama aussi, où il y avait un congrès à majorité républicaine,
qui ont permis d'aller vers un certain progrès social. Je pense par exemple à peut-être vous allez me contredire, mais il y a une montée de plus en plus dans les États fédérés des opposants au libre port d'armes, qui sont en train de prendre de l'ampleur et c'est là peut-être dont il faut qu'on s'en inspire en France, qui ont des techniques de lobbying politique, dans un sens lobbying citoyen, c'est-à-dire agir pour l'intérêt général, que nous, on n'a pas, parce que peut-être le monde politique est trop coupé de la société non politique. En dehors du rôle de l'argent, qui est évidemment très présent dans le lobbying économique, ça a été aussi le cas pour les votes État fédéré par État fédéré du mariage entre personnes de même sexe. Il n'y a pas de loi fédérale aux États-Unis, ça s'est fait État fédéré par État fédéré. Et finalement, la Cour suprême conservatrice le valide parce qu'il y a une telle vague, c'est tellement impossible de revenir dessus. Voilà. Et donc il y a eu un lobbying efficace, mais ce lobbying citoyen efficace, il marche aussi chez les réactionnaires, puisque par exemple dans la question des droits des femmes, les pro-life sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus mobilisés que les pro-choice, donc les opposants à l'avortement sont beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus efficaces. Et alors là, en plus, comme ils ont presque open bar, si je peux dire maintenant, il y a une dynamique aussi en leur faveur qui font que ça va être difficile de lutter contre. Mais effectivement, on a des choses qui peuvent, des techniques de mobilisation qui peuvent nous inspirer. Et il y en a d'autres qui ont du mal à franchir le seuil de l'influence politique. Je pense à Black Lives Matter, par exemple, qui ont occasionné des mouvements, des mobilisations très fortes sur les réseaux sociaux, mais qui ne se sont pas traduits pour l'instant en action politique parce qu'il y a des leviers qui ne se font pas, parce que la communauté noire est tellement, dans sa majorité, exclue des sphères de décision, pour parler de manière très, très générale, que le lien ne se fait pas. Mais ça va peut-être se faire avec la résonance médiatique que ça a, avec peut-être l'effet d'entraînement que ça va avoir sur d'autres types de mobilisation. Enfin bon, voilà, il ne faut pas non plus idéaliser les contre-pouvoirs américains, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles nous, on pourrait s'inspirer en termes de lobbying citoyen, en termes de lobbying pour l'intérêt général.